À l'été 2009, le gouvernement fédéral a lancé le programme Cash for Clunkers. La prémisse était simple. Remettez votre ancienne voiture et recevez jusqu'à 4 500 $ pour un nouveau remplacement économe en carburant. Il a été commercialisé comme un moyen d'aider l'environnement et de stimuler l'économie, suggérant que tout le monde serait gagnant. Cependant, les mécaniciens avertis savaient mieux. Ce que le programme Cash for Clunkers a réellement accompli était une destruction calculée, imposée par le gouvernement, des véhicules analogiques les plus fiables jamais construits en Amérique. Près de 700 000 voitures et camions fonctionnels ont été délibérément détruits. Non pas récupérés pour des pièces, non pas donnés, mais détruits intentionnellement par la loi avant d'être mis à la casse. Le marché des voitures d'occasion dont les Américains de la classe ouvrière dépendaient depuis des générations n'a plus jamais été le même. Ceci est l'audit médico-légal de la façon dont ils l'ont fait, de ce qu'ils ont détruit, de ce qu'il a remplacé, et de ce que vous devez savoir avant que la prochaine phase de ce piège ne se mette en place en 2026. Pour être éligible à la remise, les concessionnaires étaient légalement tenus de détruire le moteur de chaque véhicule repris avant qu'il ne quitte le terrain du concessionnaire. Ils ne pouvaient pas le revendre. Ils ne pouvaient pas le vendre en pièces détachées. Ils devaient le détruire. La méthode utilisée était une solution de silicate de sodium, souvent appelée verre liquide. Les mécaniciens vidaient l'huile moteur de chaque véhicule éligible et la remplaçaient par ce silicate de sodium. Ensuite, ils démarraient le moteur et le laissaient tourner. Le silicate de sodium chauffait et cristallisait à l'intérieur du bloc moteur. Les surfaces métalliques qui étaient censées glisser commençaient à frotter les unes contre les autres. En quelques minutes, les pistons se bloquaient et le vilebrequin s'arrêtait. Le moteur se soudait en une masse de métal inutile qui ne tournerait plus jamais. Des images provenant des concessionnaires cet été-là montrent des mécaniciens penchés sur les capots, regardant les moteurs fumer, cogner et mourir. Certains d'entre eux semblaient assister à des funérailles. Dans un sens, c'était le cas. Les véhicules repris qui sont arrivés chez les concessionnaires cet été-là n'étaient pas des épaves. Ils comprenaient certains des moteurs les plus indestructibles jamais produits par l'industrie américaine. Il y avait le 6 cylindres en ligne de 4,0 litres de Jeep, un bloc en fonte avec une conception simple, conçu si loin au-delà de ses tolérances que les propriétaires de Cherokee roulaient régulièrement au-delà de 300 000 miles et continuaient. Les pièces étaient disponibles partout, et un adolescent avec des connaissances mécaniques de base pouvait en reconstruire un en un week-end. Il y avait aussi le V6 GM 3800, installé dans les Buick et les Pontiac tout au long des années 1990 et 2000. Consumer Reports l'a qualifié de l'un des moteurs les plus fiables jamais produits. Les propriétaires parlaient de ces moteurs comme les vieux éleveurs parlaient d'un bon cheval de travail. Ils ne s'arrêtaient tout simplement jamais. Ces deux moteurs partageaient une chose que l'industrie automobile de 2009 avait désespérément besoin d'éliminer. Ils étaient réparables par des gens ordinaires. Aucun logiciel propriétaire n'était nécessaire et aucune visite chez le concessionnaire n'était requise. Les pièces étaient disponibles dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Vous ne pouvez pas vendre à une famille de la classe ouvrière un nouveau SUV à 40 000 $ avec un prêt sur 7 ans si leur Jeep Cherokee de 1998 refuse de mourir. Les moteurs éternels devaient disparaître. Alors ils ont disparu. Une fois les voitures analogiques mises à la casse, les véhicules de remplacement qui attendaient chez ces mêmes concessionnaires étaient construits sur une philosophie complètement différente. À partir de 2010 environ, l'industrie a commencé à remplacer les commandes mécaniques par des interfaces logicielles. Les boutons et mallettes tactiles qui vous permettaient de régler votre climatisation et votre radio sans quitter la route des yeux ont commencé à disparaître. À leur place sont apparus des écrans tactiles exécutant des logiciels propriétaires. Un Silverado de 2002 avec un moteur de soufflerie cassé, c'est une pièce à 30 $ et un après-midi de travail. Un Ram 1500 de 2019 avec un écran Uconnect défaillant, c'est une visite chez le concessionnaire, une unité de remplacement propriétaire, une mise à jour logicielle et une facture qui peut atteindre 2 000 $. La réparation ne peut pas être obtenue ailleurs. AutoZone ne peut pas vous aider et votre voisin avec un pont élévateur dans son garage ne peut pas vous aider. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'un véhicule devient une plateforme logicielle, chaque réparation devient une source de revenus. Le mécanicien amateur a été éliminé et ceux qui en ont payé le prix étaient les Américains de la classe ouvrière qui achetaient les voitures. Depuis environ 2012, presque tous les nouveaux véhicules vendus aux États-Unis sont livrés avec un modem cellulaire installé en usine. On ne vous l'a peut-être pas dit et on ne vous l'a presque certainement pas demandé. Des systèmes sous des noms comme OnStar et d'autres services connectés collectent des données en continu. Freinage brusque, accélération rapide, coordonnées GPS, heure de la journée et durée du trajet. Par l'intermédiaire de courtiers en données, y compris LexisNexis Risk Solutions, ces données comportementales sont regroupées et vendues aux compagnies d'assurance. Votre assureur pourrait utiliser des données sur la façon dont vous avez conduit mardi dernier pour augmenter votre prime le mois prochain, sans vous dire d'où proviennent ces données. Une Toyota Camry de 2002 n'a pas de modem cellulaire,
Elle ne signale pas votre conduite à une ferme de serveurs. La personne conduisant un camion de 25 ans ne génère pas de profil comportemental pour un algorithme d'assurance. C'est la différence entre un outil que vous possédez et un appareil qui vous surveille. C'est la partie qui a provoqué une panique générale dans la section des commentaires, et cette panique est justifiée. Enfouie dans un projet de loi fédéral sur les infrastructures se trouve une obligation exigeant ce que les législateurs ont appelé une technologie avancée de détection de la conduite avec facultés affaiblies dans tous les nouveaux véhicules de tourisme. Le mécanisme est un système informatique utilisant des caméras intérieures et des capteurs qui a le pouvoir de décider si vous êtes apte à conduire. Si le système décide que vous ne devriez pas conduire, il peut désactiver votre véhicule. Non pas vous alerter, mais désactiver le véhicule. Le calendrier de déploiement indique que les véhicules produits autour de 2026 répondront à cette exigence. Une fois que ce sera la norme, chaque nouvelle voiture vendue en Amérique aura un interrupteur d'arrêt fédéral géré par un algorithme que vous ne pourrez ni auditer ni désactiver. Que se passe-t-il lorsque la caméra s'embue d'un hiver au Minnesota et que le système l'interprète comme un conducteur avec facultés affaiblies à 70 000 à l'heure? Il n'y a pas de processus d'appel et aucun humain n'est impliqué. Vous ne posséderez pas de voiture, vous posséderez un permis de voyager, révocable à tout moment par un algorithme. C'est pourquoi il existe actuellement un mouvement croissant d'Américains qui recherchent des vieux camions et des vieux SUV construits avant l'ère des écrans tactiles, avant le réseau télématique et avant l'obligation de l'interrupteur d'arrêt, et qui payent des prix élevés pour eux. Un Ford F250 de 1999 avec un moteur diesel de 7,3 litres sous le capot n'a pas de modem cellulaire, pas de logiciel propriétaire et aucun algorithme avec autorité sur l'allumage. Les pièces sont disponibles partout et il est réparable par quiconque a déjà tenu une clé à molette. C'est une machine qui appartient entièrement à la personne qui la possède. Ce sont la flotte fantôme, les survivants qui ne sont pas arrivés chez un concessionnaire à l'été 2009. Ce sont les moteurs qui ont échappé au silicate de sodium. Payer un prix élevé pour un camion de 25 ans n'est pas de la nostalgie, c'est l'achat de véhicule le plus rationnel qu'un Américain puisse faire en 2025 s'il comprend que chaque nouvelle voiture vendue aujourd'hui est livrée avec du matériel de surveillance, des systèmes logiciels conçus pour générer des revenus pour les concessionnaires et une obligation fédérale d'un interrupteur de désactivation du moteur. La fenêtre pour en trouver un se referme rapidement. Votre voiture a-t-elle survécu au broyeur de 2009? Quelle machine analogique est garée dans votre allée en ce moment? Laissez un commentaire. Si cette histoire a changé votre façon de voir le piège numérique tendu aux conducteurs, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et protégeons l'avenir de la propriété. La prochaine archive de vérité s'ouvrira bientôt. Quoi que vous fassiez, n'achetez pas le piège numérique.